La petite fille ne bougeait pas. D'un regard à la fois vide et effrayé, elle fixait les chaises comme si elles avaient le pouvoir de la blesser. Ses camarades chahutaient à l'autre bout de la classe, mais elle, debout dans un coin, n'osait même pas faire un pas. Lorsque l'institutrice a insisté pour qu'elle s'assoie, un frisson a parcouru l'enfant et tout a changé. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et donnez un like à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Maintenant, asseyez-vous et appréciez l'histoire de cette petite fille dont le secret a secoué toute l'école. C'était un lundi de mars, un de ces jours où l'on ressent la fatigue de la semaine avant même qu'elle ne commence vraiment. Dans la classe numéro 12 de l'école primaire Marcel Pagnol, les élèves du CP étaient assis en silence, déjà trempés par l'obscurité matinale. L'institutrice, Madame Rivière, une femme d'une quarantaine d'années au sourire bienveillant, avait pour habitude de veiller à ce que tout le monde soit assis, prêt à commencer le cours. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Juste avant de commencer l'appel, elle remarqua la petite Mila debout, immobile, au fond de la classe. Elle n'a pas rangé son manteau comme les autres. Elle regardait le sol ou ses pieds, on ne savait plus, comme si elle attendait un signal invisible pour bouger. Lorsque Madame Rivière l'invita gentiment à s'asseoir, Mila secoua la tête. Son petit visage soudain déformé par la peur. Les minutes qui suivirent allèrent bouleverser le professeur, l'école et même la police locale. Car derrière ce simple refus de s'asseoir se cachait une histoire bien plus sombre que n'importe quel adulte aurait pu l'imaginer. Madame Rivière parcourait distraitement la liste d'appels, confirmant la présence de chaque élève, notant mentalement les absences. Autour d'elle, les enfants discutaient à voix basse, changeant de petits secrets de début de journée, râlant un peu du temps pluvieux. Le professeur était habitué à ces murmures. Cette classe de CP n'était pas turbulente mais pleine de ces curiosités insondables qui naissent à 6 ans, entre découverte du langage et fascination pour tout ce qui échappe à la routine. Pourtant, ce matin, quelque chose a perturbé l'ambiance. Cette petite Mila, debout dans un coin près des porte-manteaux, n'osait pas s'approcher de sa chaise. Son cartable accroché à son bras était lourd et son manteau rouge n'avait même pas été enlevé comme si elle voulait être prête à fuir. Madame Rivière la connaissait à peine. Mila était arrivée dans la classe il y a quelques semaines seulement, transférée d'une autre école suite à un déménagement. Les premiers jours, elle avait été tranquille, un peu craintive, mais pas au point de refuser de s'asseoir. « Mila, tu peux poser tes affaires », dit la professeure d'une voix douce en s'approchant d'elle. « Tu ne vas pas rester debout comme ça pendant tout le cours, n'est-ce pas ?» La petite fille leva à peine les yeux. Ses yeux noirs brillaient d'une étrange inquiétude, et elle serra les lèvres comme pour retenir un cri. Madame Rivière, intriguée, posa la main sur l'épaule de l'enfant. Mila sursauta, presque tremblante, et recula d'un pas. Puis, sans un mot, elle secoua négativement la tête. Elle ne voulait pas s'asseoir. Elle a même refusé de déposer son cartable. C'était un refus simple et silencieux, mais d'une intensité qui surprit le professeur. Plusieurs étudiants observaient la scène en chuchotant entre eux. Pourquoi ne veut-elle pas s'asseoir? Elle est bizarre. Madame Rivière les invita à retourner à leur cahier, reprit son rôle de professeur et fit semblant de commencer le cours d'alphabet tout en gardant un œil sur Mila. La petite fille restait près des portes, comme un petit oiseau blessé au coin d'une cage. Elle regarda le sol, tremblante par moments, puis se leva, figée. Après quelques minutes, voyant que le comportement de l'enfant ne changeait pas, l'enseignante décida de s'approcher à nouveau. Elle se pencha pour être à la hauteur des yeux de la petite fille, cherchant un contact visuel. « Mila, ma chérie, tu as mal au dos? As-tu un mal qui t'empêche de t'asseoir ?» La petite fille ne répondit pas, mais la peur dans ses yeux semblait augmenter. Madame Rivière s'aperçut que le cartable de Mila était entrouvert. Elle aperçut, entre les cahiers, quelque chose qui ressemblait à un petit coussin. Curieuse, elle se demanda pourquoi un si petit enfant portait un tel objet, mais elle se retint. Fouiller le cartable de quelqu'un sans autorisation n'était pas la meilleure approche. Elle se leva, inspira et s'adressa au reste de la classe. Commencez l'exercice de lecture. Je reviens dans un instant. Prenant la main de Mila, elle l'entraîna dans le couloir. Là, hors de vue, elle s'accroupit de nouveau. Écoute, Mila, je ne veux pas te gronder. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Si tu as mal quelque part ou si tu as peur de quelque chose, dis-le-moi, je peux t'aider. Mila ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux se remplirent de larmes et elle baissa la tête. Puis,
d'un geste aussi maladroit que protecteur, l'institutrice posa la main sur l'épaule de l'enfant. Cette fois, Mila n'a pas reculé. Elle l'a laissé faire. Comme épuisée d'avoir retenu ses émotions, elle se laissa enfin approcher. Un sanglot silencieux secoua ses épaules et elle murmura quelques mots. Madame Rivière n'entendait que « maman » et « pas assise ». C'était déroutant, mais une immense douleur se cachait à travers ses restes. L'enseignant a décidé de demander de l'aide au directeur. Elle laissa temporairement Mila dans le couloir sous la surveillance d'un autre professeur et frappa à la porte du bureau de la directrice, Madame Laroche, une femme stricte de la vieille école, mais dont le professionnalisme ne faisait aucun doute. Elle lui expliqua la situation, le refus total de s'asseoir, la peur évidente, l'incapacité de parler. Le réalisateur fronça les sourcils et se leva aussitôt. « Ce n'est pas normal, Muriel, pas normal du tout. On va la voir. Peut-être qu'il y a un problème de santé ou autre chose. » Ils retournèrent dans le couloir. Mila était toujours là, raide, agrippant les bretelles de son cartable comme un bouclier. Madame Laroche s'approcha doucement malgré son air sévère. « Bonjour Mila, je m'appelle Madame Laroche. Je dirige cette école, tu sais, et je veux juste vérifier quelque chose. Puis-je regarder ton manteau ?» La petite fille se tendit. Son visage se ferma. Elle ne fit pas de geste défensif, mais dans ses yeux, une lueur suppliait que personne ne la force. Malgré tout, la réalisatrice a lentement soulevé un peu le manteau par le bas, comme si elle voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de blessure. Et c'est là qu'elle l'a vu, les bleus, les marques. La peau rougit, méfiante, comme si un objet contondant l'avait frappée à plusieurs reprises. La réalisatrice recula avec horreur, la main sur la bouche. Madame Rivière, à côté, ne put retenir un cri étouffé. « Oh mon Dieu !» Mila baissa la tête, pleurant silencieusement. Son secret venait juste de faire surface. Le temps semblait s'être arrêté dans ce couloir étroit où la lumière crue des néons accentuait l'horreur silencieuse se révélant sous le manteau rouge de la petite Mila. La réalisatrice, Madame Laroche, restait immobile, la main serrée sur sa bouche comme pétrifiée par la vision des bleus et des marques. À côté d'elle, Madame Rivière, portant toujours un cahier, le laissa tomber par terre avec un bruit sourd. Mila ne bougeait pas. Son visage fermé, ses yeux vides disaient tout de la détresse qu'elle endurait en silence. « Mon Dieu » murmura la réalisatrice, la voix brisée. « Mon petit, qui a pu te faire ça ?» Mila pinça les lèvres, tordit les doigts, ses jambes tremblaient à peine, mais l'enfant semblait s'accrocher à ce qui lui restait de dignité. Elle ne répondit pas, comme si elle avait même oublié l'idée de parler ou comme si parler était devenu trop dangereux. Madame Rivière frémit en se rappelant que la petite fille avait murmuré quelque chose. « Maman, ne t'assieds pas. » Qu'est-ce que ça voulait dire? La mère était-elle à blâmer, ou la mention de maman était-elle un appel à l'aide? La réalisatrice se corrigea. Elle savait que le choc pouvait la paralyser, mais il fallait agir. Elle posa délicatement sa main sur l'épaule de Mila. « Nous appellerons quelqu'un qui pourra vous aider. D'accord? Restez avec nous. Nous ne vous ferons pas de mal. » Puis, se tournant vers Rivière, elle lui dit, « Contactez immédiatement la police et l'assistante sociale. Ne la laissons pas partir et surtout pas seule. » L'enseignant hocha la tête et se précipita vers le bureau du directeur pour contacter le commissariat. Pendant ce temps, Madame Laroche conduisait doucement la petite fille dans son bureau à l'abri des regards curieux. Elle ferma la porte, s'assit lentement dans un fauteuil bas pour ne pas imposer un rapport de hauteur intimidant. « Mila, je sais que tu as peur, mais personne ici ne veut te gronder. Tu es en sécurité, tu m'entends ?» Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes sans qu'elle ne coule. Elle semblait suspendue dans ce regard comme si même pleurer lui faisait peur. Lentement, elle desserra ses doigts raides autour des bretelles de son cartable, le laissant tomber au sol, mais refusa d'enlever son manteau. Le réalisateur a compris. Elle ne voulait pas exposer davantage son cou ou son corps meurtri. Madame Rivière revint, un téléphone à la main, l'air sérieux. « La police arrive. »« Quelques minutes, m'ont-ils dit. Et l'assistante sociale est également en route. »« Bien, » a répondu le réalisateur. « Essayons de garder un peu de calme ici. » Ils restèrent là, dans le bureau exigu, près de l'enfant, sans rien dire, attendant l'arrivée de la police. Dans le silence, ils entendaient le bourdonnement lointain de la cour de récréation où d'autres élèves jouaient déjà négligemment, ignorant qu'à quelques mètres de là se déroulait un drame bien trop lourd pour une si petite vie.
Quelques minutes plus tard, 2 policiers en civil sont entrés dans l'école, suivis de l'assistante sociale. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts et au regard doux mais déterminé. Ils entrèrent dans le bureau et la directrice leur fit asseoir sur une chaise basse, son manteau toujours bien enroulé autour d'elle. La petite fille les regardait avec crainte, légèrement recroquevillée. L'un des policiers, un certain Lambert, a gentiment demandé au directeur de les laisser seuls avec l'assistante sociale et l'enfant afin qu'ils puissent discuter plus librement. Madame Roch hocha la tête et partit avec un pincement au cœur. Derrière la porte, on entendait la voix calme de l'assistante sociale. « Bonjour Mila. Je m'appelle Aurélie. Tu veux parler un peu ?» Pendant une bonne demi-heure, les 2 policiers et l'assistante sociale ont tenté de découvrir la vérité. Mila restait silencieuse, secouée parfois par de petits sanglots étouffés. Lorsqu'on lui offrit un verre d'eau, elle hocha la tête, but quelques gorgées, puis laissa la tasse glisser de ses doigts tremblants. Ses mains étaient couvertes de petites égratignures. L'assistante sociale a également remarqué des marques brunâtres sur ses poignets. Elle parla doucement à la petite fille. « Si tu veux, nous pouvons aller chez le médecin. Il pourra jeter un œil. Ça ne fera pas mal, je le promets. » Mila secoua la tête, effrayée. L'un des policiers, une femme aux cheveux attachés en chignon, a alors posé une question directe. « Est-ce à cause de ta mère ?» À cette évocation, la petite fille sursauta. Un bref éclair de panique traversa ses yeux. Puis, d'une voix si faible qu'ils durent se pencher pour l'entendre, elle parla. Elle m'a dit, ne t'assieds pas, sinon je vais saigner. Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. L'agent Lambert fronça les sourcils, soupçonnant que derrière cette simple phrase se cachait une histoire d'abus ou de croyances délirantes. Peut-être que la mère avait imposé une punition si le petit osait s'asseoir. Mais pourquoi? Dans quel but? Des informations supplémentaires étaient nécessaires. L'assistante sociale demande d'un ton délicat, « Ta maman, elle est où maintenant ?» Mila n'a pas répondu. Ses yeux se remplirent finalement de larmes, qui roulèrent silencieusement sur ses joues. Puis elle prononça 2 mots. 2 mots qui sonnaient comme un sinistre avertissement, elle attend. Le soir même, la petite Mila a été emmenée dans un centre d'accueil temporaire, accompagnée de l'assistante sociale et sous la surveillance des 2 policiers. Elle ne disait plus un mot. Assise à l'arrière de la voiture, elle regardait la pluie se dessiner sur la vitre, traçant des lignes tremblantes comme si elle cherchait un code secret dans ses gouttes. Lambert, le policier, conduisait, les mains fermement serrées sur le volant. Sa compagne était clairement en train de relire ses notes, la bouche pincée. Elle attend. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, se demanda-t-il. Est-ce que c'est la mère qui attend? Ou pourquoi? Nous n'avons rien de concret. Grommela semblait clairement bouleversé. Lambert hocha la tête en silence. Cela l'inquiétait plus que jamais. Il avait déjà vu des cas de maltraitance sur des enfants, des histoires de punitions insensées imposées par des parents instables. Mais quelque chose dans les yeux de Mila, cette terreur contenue, indiquait que sa peur dépassait la simple peur d'un coup ou d'une menace physique. C'était comme si la petite fille se croyait prise au piège dans un cercle qu'elle n'osait même pas nommer. À son arrivée au centre, un petit foyer d'accueil temporaire situé dans un bâtiment discret, l'assistante sociale a donné un bref aperçu aux éducateurs présents, mentionnant la nécessité d'une évaluation psychologique rapide et de s'assurer que l'enfant ne soit jamais laissé seul de peur qu'elle tente de s'enfuir ou se mette en danger. Lambert a insisté pour lui reparler, essayant de la rassurer sur le fait que personne ne la forcerait à faire quoi que ce soit, pas même à s'asseoir si elle ne le voulait pas. Mila n'a répondu qu'en secouant distraitement la tête. Le lendemain, le directeur Laroche et l'enseignante Rivière font une découverte qui change la perspective du dossier. En rangeant les affaires de Mila, ils tombent sur un cahier d'écolier froissé. Les premières pages étaient remplies d'exercices de CP, de phrases courtes et de dessins maladroits. Mais à partir de la 5e page, l'écriture n'était plus celle de Mila. Mots adultes, symboles étranges dessinés à l'encre rouge. Et plusieurs fois, cette phrase est revenue, « Si tu t'assois, tu saigneras. » Le sacrifice doit rester debout. Le sang de Mame Rivière se glaça. Quelqu'un avait utilisé le carnet de Mila pour lui laisser un message ou lui imposer une loi insensée. Sans attendre, elle a appelé la police et Lambert est arrivé dans l'heure. En lisant ces mots, il comprit que l'affaire prenait une tournure inquiétante. La mère de Mila ou peut-être un proche semblait adhérer à une croyance délirante, un rituel violent ou une superstition dans laquelle le fait de s'asseoir était considéré comme un péché. Et c'est Mila qui a payé le prix de ce dogme absurde.
Au centre, Mila restait enfermée dans son silence. Les éducateurs la trouvaient calme, trop calme, comme une enfant résignée plutôt que soulagée. Elle ne pleurait pas, ne montrait pas d'agressivité, mais refusait tout contact physique et se figeait chaque fois qu'on lui proposait une chaise ou un fauteuil. Pour lire, elle se tenait debout, appuyée contre un mur. Pour manger, elle s'accroupit, mais ne pose jamais ses fesses à terre. Son corps tout entier semblait porter la marque d'un interdit gravé dans sa chair. Un soir, alors qu'un professeur essayait de lui donner un bain, ils remarquèrent d'autres blessures, des contusions plus anciennes, dont certaines semblaient déjà cicatrisées. Il y avait une longue marque de coup, comme si elle avait été laissée par un bâton ou un objet similaire. L'éducateur, choqué, alerte Lambert, qui sait déjà que l'état de Mila n'est pas le résultat d'un incident isolé. C'était quelque chose de systématique, de répété, une épreuve. Pendant ce temps, dans un petit appartement de banlieue qu'elle louait depuis quelques mois, la mère de Mila, Anna Marchand, priait devant un autel improvisé. Quelques bougies, un vieux livre aux pages jaunies, des dessins enfantins collés au mur. Elle chantait à voix basse une prière qu'elle avait elle-même copiée, des mots pour la plupart incompréhensibles, entrecoupés de termes latins et de symboles ésotériques. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle continuait comme si sa vie en dépendait. « Pardonnez-moi » murmurait-elle encore et encore. Je devais la garder pure, sans contact. Elle n'a pas suivi les instructions. Elle a péché. C'est pour ça que tu es parti. Ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. Elle répétait sans cesse le nom de quelqu'un, mais on ne savait pas clairement s'il s'agissait d'un dieu, d'un amant, d'un gourou ou d'une hallucination. Elle serrait contre son cœur une photo de Mila, la même que la petite fille avait à moitié déchirée avant de la cacher dans son cartable. Son regard suggérait qu'elle n'était plus dans la réalité, qu'elle planait dans un univers où le corps de son enfant n'était qu'une partie d'un rituel de croyance obscure. Lambert, malgré ses années d'expérience, est secoué. Ce n'était pas seulement une mère violente. Il y avait une doctrine derrière cela, peut-être une secte ou un culte marginal. Les contusions sur le corps de Mila ondulaient avec le message inquiétant de la disparition du père, dont on ne savait rien. Tout indiquait un contexte encore plus sombre que la simple maltraitance individuelle. Il a demandé à sa collègue Claire d'examiner le livre qui a servi de référence à Anna Marchand s'il pouvait mettre la main dessus. Il interroge les voisins, à la recherche d'indices sur les pratiques de la mère. Il a vérifié les antécédents psychiatriques de la famille et a trouvé un rapport vieux de 5 ans concernant la grand-mère maternelle de Mila, décédée dans des circonstances peu claires, montrant encore une fois des signes de foi extrême, de culte du sang. L'enquête se transformait en labyrinthe. Chaque porte ouverte menait à une autre pièce plus sombre. Lambert savait qu'il devait agir vite, car si Anna pensait que sa fille l'avait trahi en s'asseyant ou en s'enfuyant, l'issue pourrait être dramatique. Un après-midi, alors qu'il relisait les déclarations de l'éducatrice au foyer, il reçut un appel anonyme, une voix féminine paniquée, « Ne la laissez pas assise, s'il vous plaît. Ne la laissez pas briser le cercle. Vous ne comprenez pas. Tout le sang, tout. » Puis l'appel s'est terminé brusquement. Lambert ressentit un frisson glacial. Quelqu'un, quelque part, surveillait Mila. Quelqu'un qui croyait fermement à l'idée des cercles brisés et du sacrifice. Il se demandait combien partageait cette folie. Combien rôdait encore, prêt à faire du mal à l'enfant si elle osait s'asseoir. Le temps pressait et il savait que la tempête se préparait, prête à se jeter sur eux. Au lendemain de la découverte du carnet et de ses menaces voilées, l'agent Lambert sentit la tension monter dans le commissariat. Les agents discutaient nonchalamment, échangeant hypothèses et rumeurs sur l'enquête tandis que la pluie du mois de mars continuait de laver les trottoirs d'une grisaille interminable. À l'étage, l'assistante sociale Aurélie était assise sur un banc, feuilletant des documents, le visage marqué par une profonde inquiétude. Elle venait de passer des heures avec la petite Mila, essayant en vain de la faire parler davantage de sa mère. « Elle est plus renfermée qu'hier », dit Aurélie d'une voix rauque lorsque Lambert la rejoignit. « J'ai l'impression qu'elle a compris que quelque chose se passait. Soit elle a peur, soit elle protège encore cette mère qui lui a fait du mal. » Lambert hocha la tête. C'était typique dans les cas de violence domestique. Les enfants continuaient parfois à couvrir un parent violent par amour, par culpabilité ou simplement par désorientation. Il posa une main rassurante sur l'épaule de l'assistante sociale. Quoi qu'il en soit, l'enfant doit être gardé dans un endroit sûr, loin de sa mère. Nos recherches sur cette Anna Marchand avancent lentement, mais nous commençons à entrevoir un passé familial trouble lié à une croyance ésotérique, a poursuivi Lambert.
pensez-vous qu'elle pourrait essayer de récupérer Mila par la force? C'est possible. Les mots trouvés dans le cahier ne parlent pas seulement d'abus. C'est un rituel, un dogme. Et quand il s'agit de fanatisme, tout peut arriver. Ils traversèrent un couloir et s'arrêtèrent devant une salle vitrée où ils aperçurent Mila recroquevillée dans un coin. Elle resta debout malgré les tentatives d'Aurélie pour lui apporter une chaise adaptée et rassurante. La petite fille, dans son manteau rouge, se tenait droite comme si se pencher ou s'asseoir pouvait rompre un serment. Son regard trahissait pourtant une immense détresse. Elle refuse même de se coucher, poursuit Aurélie, la voix tremblante. Hier soir, elle s'est endormie debout, appuyée contre le mur jusqu'à ce qu'une éducatrice la prenne doucement dans ses bras, presque de force, pour l'allonger. Elle s'est réveillée en criant. Lambert la regardait, le cœur lourd. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant face à un enfant qui, malgré la protection physique offerte par la police, restait prisonnier d'une peur ou d'une loi intériorisée. Il se tourna vers Aurélie. Je vais essayer de lui parler. Peut-être que si je la rassure en lui disant qu'elle ne sera pas punie, elle pourrait se détendre. Allez-y, dit Aurélie. Mais attention, elle est au bord de la panique. Lambert entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Mila tourna à peine la tête. Son attitude était fermée. Il s'approcha lentement, les paumes ouvertes, comme pour montrer qu'il n'avait aucune intention agressive. « Salut, Mila, murmura-t-il. Vous souvenez-vous de moi ?» La petite fille pencha la tête, un tout petit mouvement, comme si elle avait peur de donner plus de profondeur à sa réponse. « J'aimerais parler un peu. Je te promets que je ne te forcerai à rien. Tu peux rester debout si tu veux, mais serais-tu prêt à me parler ?» Un silence. Puis, contre toute attente, Mila acquiesça d'un haussement d'épaule, signe d'un accord tacite. Lambert se tira une chaise et s'assit doucement, sans la quitter des yeux. Son geste visait à exprimer qu'il n'avait pas peur de s'asseoir, mais qu'il ne la forcerait pas à le faire. « Je sais que tu as peur, Mila, mais tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal, ni ta mère ni personne. » Elle le regarda, et dans ses yeux, une étrange lueur commença à briller. Lambert reconnut cette étincelle, l'envie de parler mêlée de terreur. Puis, doucement, Mila se mit à murmurer. « Si je m'assois, je vais saigner. » Lambert ressentit un frisson. C'était la première fois qu'elle parlait ainsi, même brièvement, depuis qu'elle était sous protection. « Qui t'a dit ça ?»« Maman, dit-elle. Elle dit que nous avons un démon en nous, un démon dans notre sang. Si nous nous penchons, nous lui ouvrons la porte. » La gorge du policier se serra. Il ne s'attendait pas à une explication aussi précise. Un démon, une croyance délirante. Lambert se força à rester calme. « Est-ce que ta mère te le disait souvent ?»« Oui. Elle m'a dit, ne t'assieds jamais. Reste debout, sinon tu libéreras le mal. » Le silence pesait lourd. Lambert sentit son cœur battre plus fort qu'il n'aurait dû. Ce type de croyance allait au-delà de la simple violence physique. C'était une forme de lavage de cerveau, presque un endoctrinement sectaire. « Mila, tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» La petite fille secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas, maman a dit qu'elle avait déjà vu du sang sortir de ceux qui étaient assis. » Lambert inspira profondément. Il se leva, s'approcha d'elle lentement et posa une main légère sur son épaule. « Écoute, je vais te montrer quelque chose. » Il traîna une chaise près de la petite fille, puis s'assit dessus d'un mouvement volontairement exagéré. Il écarta les bras, comme pour prouver qu'il n'y avait ni malédiction, ni douleur. « Tu vois, je vais bien. Pas de sang, pas de démon, juste moi. » Mila le regarda avec incertitude. Son corps se guérit tout seul. Elle semblait hésiter entre la panique et l'espoir, mais pour le moment, elle ne bougea pas. « C'est bon, je ne te force pas, » dit Lambert, la voix plus douce que jamais. « Mais si jamais tu veux essayer, je serai là, d'accord ?» La petite fille ne répondit pas. Un enfant de 6 ans ne devrait pas être confronté à de tels dilemmes. Cependant, Lambert voit bien que derrière ce refus de s'asseoir, il y a une blessure bien plus profonde que les coups, une croyance ancrée dans la chair, imposée par une mère brisée ou fanatique. Il quitta la pièce, l'âme lourde. Aurélie l'attendait à la porte. « Donc, c'est pire que ce que je craignais. Il faut absolument localiser la mère, la faire interner s'il le faut. Cet enfant ne sortira pas de sa peur tant que la mère aura ce pouvoir sur elle. »
Aurelius expression Greu serius. Cependant, de l'autre côté de la ville, la mère d'Anna Marchand a continué à chanter dans son appartement, en murmurant « Bientôt, elle se pliera et le sang lavera la culpabilité ». Les jours suivants, l'atmosphère au commissariat est devenue de plus en plus lourde à mesure que l'histoire de Mila se complexifiait. L'assistante sociale, Aurélie, a fait de son mieux pour réconforter la petite fille, mais elle est restée prisonnière de ses silences. Elle répondit à peine, ne se détendit pas et refusa toujours catégoriquement de s'asseoir. Dans les toilettes du foyer, nous l'avons observée marcher lentement, appuyée contre le mur, fermant parfois les yeux comme pour se plonger en elle-même et sortir de ces moments encore plus renfermés. Pendant ce temps, le policier Lambert poursuit ses investigations. Mère Anna Marchand est restée introuvable. Les dernières adresses connues ne menaient qu'à des lieux déserts, des petits appartements soudain abandonnés comme si elle était en cavale depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Lambert estime que cette femme n'est pas seulement une mère coupable de violence. Il y avait quelque chose de plus radical, peut-être une sorte de culte ou de croyance extrême. Le carnet avec les mots « Si tu t'assois, tu saigneras » en fut la première preuve tangible. Et effectivement, d'autres éléments ont commencé à émerger. Un vieil homme s'est présenté un matin au commissariat, les mains tremblantes sur une canne, demandant à parler à Lambert. Il s'appelait Monsieur Renaud, ancien voisin de la famille Marchand dans un quartier de la banlieue de Reims. Il a dit qu'il connaissait Anna depuis son enfance et qu'il l'avait vue dériver après la mort de sa mère. Il a raconté comment la grand-mère de Mila était décédée dans d'étranges circonstances après avoir également imposé à sa fille des rituels absurdes autour de la position assise et de la pureté du corps. Les mots sont revenus, culte du sang immaculé, ne jamais plier les genoux, héritage morbide transmis de mère en fille. Elles appelaient et connaissaient la loi de la station debout, a fini par dire Monsieur Renaud, visiblement ébranlé. Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une superstition familiale. Je ne savais pas qu'Anna en ferait un dogme. Lambert sentit un frisson le parcourir. Cette loi de la position debout expliquait le comportement de Mila, la terreur d'être assise, la violence infligée pour lui faire respecter cet ordre. Il remercia le vieil homme, le laissa rentrer chez lui, et convoqua sa collègue Claire pour examiner en détail tout ce qui concernait ce prétendu culte familial. Ils se retrouvèrent bientôt confrontés à des archives locales faisant état, au fil des années, d'une petite secte autour d'une certaine matriarche de sang pur. Rien de concret, aucune plainte officielle, juste des rumeurs, mais suffisamment pour considérer que la famille d'Anna Marchand a peut-être perpétué ses convictions. À la maison, une autre complication est survenue. Mila commençait à devenir somnambule. Elle se levait la nuit, ou plutôt restait éveillée. Parce qu'elle ne dormait jamais volontairement allongée, elle déambulait dans les couloirs en marmonnant des fragments de phrases incompréhensibles. Un soir, un professeur l'entendit chuchoter. Elle revient, maman. » Puis la petite fille s'arrêta devant une fenêtre gelée, comme si elle cherchait une silhouette dans la nuit. Aurélie, qui passait ses journées à interroger patiemment la petite fille, était de plus en plus inquiète. Elle comprit que Mila vivait dans l'obsession que sa mère apparaisse pour la punir d'avoir transgressé la loi. Cette peur nocturne, cette peur panique se reflétait dans chaque sursaut, dans chaque regard. Le psychologue dépêché par l'assistance sociale a confirmé que l'enfant présentait des symptômes de traumatisme extrême proche du syndrome de stress post-traumatique. Puis, un matin, un incident s'est produit qui a encore accru l'urgence. Alors qu'une des éducatrices essayait d'aider Mila à changer de vêtements, parce qu'elle refusait d'enlever son manteau, même pour dormir, elle a découvert de nouvelles marques, encore fraîches, sur ses jambes, comme si la petite fille s'était auto-infligé des égratignures ou comme si quelqu'un était entré dans sa chambre sans que personne ne s'en aperçoive. Toute la maisonnée s'est mise en alerte, a vérifié les caméras de sécurité, mais rien n'a été vu, juste une ombre dans un angle mort vers minuit qui a immédiatement disparu. Lambert s'est précipité, a fouillé tous les recoins du bâtiment, a recueilli les témoignages de tous les membres du personnel. Personne n'avait remarqué un intrus. Mais comment expliquer ces rayures? Mila ne parlait plus du tout. Recroquevillée dans un coin debout, elle semblait retomber dans un silence total. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Aurélie, bouleversée, murmure, c'est comme si quelque chose la traquait, même ici. Le policier a tenté de la rassurer, mais au fond, il se sentait impuissant. Il n'y avait aucune preuve tangible d'une intrusion, aucune trace. Sinon, cette ombre fugace, captée par la caméra? Et si c'était juste un effet de lumière, un défaut d'enregistrement? Pire encore, Anna avait-elle un complice au sein de la maison, quelqu'un à l'intérieur qui lui servirait ses dessins?
Pendant ce temps, Anna, toujours invisible, continuait certainement à préparer son retour. Où se cachait-elle? Qui l'aidait? Quel était ce plan dont Mila parlait sans enthousiasme? Une église abandonnée, une grange isolée? Lambert passait ses soirées à fouiller les archives municipales de plusieurs régions à la recherche de biens oubliés potentiellement liés à la famille. Les pistes se multipliaient, mais aucune n'était concluante. Et puis un soir, un appel anonyme retentit sur le standard du commissariat. Lorsque Lambert décrocha, une voix féminine murmura « Elle est là, elle rôde autour du foyer. Vous ne la verrez pas, mais elle attend le bon moment. » Puis la communication s'est coupée. Le sang de Lambert se glaça. Anna, si c'était elle, avait repéré l'endroit. Ou peut-être que c'était un canular. Le policier a immédiatement prévenu le domicile et a demandé une sécurité renforcée. Les éducateurs, inquiets, vérifiaient portes et fenêtres. Mais dans la nuit noire, aucune silhouette n'apparut, aucun bruit suspect. Cependant, la paranoïa s'est installée. Le lendemain, Mila semblait encore plus agitée, comme si elle avait senti la présence de sa mère, comme si son cauchemar reprenait forme. Lambert le savait. Une confrontation allait se produire, c'était inévitable. Et lorsque l'inévitable surviendrait, personne ne serait préparé à la vérité qui l'accompagnerait. Les jours qui suivront ne seront pas plus doux pour la petite Mila, ni pour ceux qui s'engagent à la protéger. L'anxiété de l'enfant qui refusait plus que jamais de s'asseoir s'était intensifiée au point qu'elle ne semblait dormir que par bribes, debout, appuyée contre un mur ou un bureau. Les éducatrices du foyer, attentionnées mais dépassées, ont vu dans ses yeux une profonde détresse, comme si une force obscure la retenait de l'intérieur. Les nuits, en particulier, étaient devenues un théâtre de cauchemars et de chocs. La petite fille avait parfois des cris sourdes, prononçait des paroles incompréhensibles, parlait de loi ou de punition sans jamais aller au bout de son histoire. Lambert, le policier chargé de l'enquête, n'arrivait pas non plus à dormir. Il passait de longues heures dans son bureau à relire les maigres indices sur Anna Marchand, tentant de percer le secret de cette loi du standing, qui sonnait comme un vieux dogme hérité d'une secte oubliée. Il avait interviewé des experts en dérives sectaires, exploré des forums occultes, et tout conduisait à des bribes de légendes urbaines mêlées à d'anciennes superstitions. Aucune piste solide, juste la certitude que la mère de Mila, ou qui qu'elle soit, croyait fermement à cette croyance délirante. Le dilemme pour lui était à la fois moral et professionnel. Il devait protéger Mila, la garder en sécurité, mais comment pourrait-il l'aider à se libérer de la peur qui la tenait en otage? Comment pourrait-il la mener à s'asseoir, à enfreindre symboliquement cette loi sans la forcer? Toute tentative de la convaincre se heurtait à un blocage absolu, comme si l'enfant avait été profondément conditionné. S'il la forçait, le choc psychologique pourrait être terrible. S'il la laissait debout, il perpétuerait son enfer intérieur. Lambert se sentait pris dans un étau, effrayé à l'idée qu'Anna puisse réapparaître à tout moment d'une manière ou d'une autre. Au foyer, l'assistante sociale Aurélie a partagé ce sentiment d'impuissance. Elle avait tenté une approche thérapeutique utilisant des marionnettes, des dessins, des jeux de rôle où Mila pouvait projeter ce qui la tourmentait. En vain, la petite fille restait fermée, se contentant de désigner une chaise miniature et d'y dessiner de petites taches rouges qui ressemblaient à du sang. Aurélie, les larmes aux yeux, comprenait chaque jour un peu plus l'ampleur du traumatisme. Le seul moment où Mila semblait se calmer, c'était lorsqu'elle écoutait de la musique douce, debout dans un coin, les yeux fermés, laissant son esprit flotter dans un endroit insondable. Un après-midi, dans la salle commune du foyer, Lambert arrive sans prévenir. Il tenait un livre d'histoire, une magnifique collection de récits. Il voulait juste être là, essayer une approche différente. Il salua Aurélie d'un signe de tête et s'approcha de Mila, qui regardait la pluie par la fenêtre. Doucement, il posa le livre sur une petite table basse et commença à lire à haute voix. Les mots rebondissaient dans la pièce, racontant les aventures de princesses et de chevaliers dans des pays imaginaires. Quelques autres enfants du foyer se sont approchés, intéressés par ce récit improvisé. Mila ne bougeait pas. Mais ses yeux semblaient s'animer un peu. Lambert, ému, tourna une page et continua sa lecture. Au bout de quelques minutes, il s'arrêta, sourit aux enfants, puis regarda Mila. « Aimez-vous les histoires de princes et de princesses » demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules, geste imperceptible, mais au moins signe de réaction. Les autres enfants, voyant l'intérêt, proposèrent de jouer à reproduire la scène avec des peluches. Alors, sans vraiment l'avoir planifié, un petit spectacle improvisé a commencé.
Un garçon brandissait une peluche en guise d'épée. Une petite fille tenait un vieux drap symbolisant une robe de princesse. Et au milieu de cette mise en scène naïve, Mila a semblé sortir un instant de sa cage de la peur. Son expression s'adoucit. Elle ne souriait pas, mais elle semblait attirée par le jeu, par la magie de l'histoire. Au moment le plus dramatique du récit, la princesse en peluche devait s'asseoir sur un trône improvisé, une chaise en carton. Lambert retint son souffle en voyant que malgré la fascination pour l'histoire, Mila recula dès que la chaise fut approchée. Cependant, contre toute attente, elle n'a pas quitté la pièce. Elle restait debout, les poings serrés, le souffle court, mais toujours, une lueur d'intérêt dans les yeux, comme si elle se demandait si elle aussi avait le droit de poser ne serait-ce qu'un instant avec son corps fatigué. Malgré tout, la scène s'est terminée sans qu'elle ait fait le moindre pas vers la chaise. Aurélie, qui regardait dans un coin, sentait que c'était déjà un progrès. Au moins, Mila n'avait pas fui. Peut-être que la prochaine fois, elle oserait s'approcher, ou peut-être pas. Ce soir-là, Lambert reçoit un appel anonyme sur son téléphone portable. La voix d'une femme hésitante. « Vous cherchez Anna Marchand, n'est-ce pas? Qui es-tu? » Une amie. « Je ne peux pas parler longtemps. » Anna se cache mais pas pour s'échapper. Elle prépare quelque chose dans un endroit qu'elle appelle le sanctuaire du debout. Je ne sais plus où est ce sanctuaire. Elle ne l'a pas dit, mais j'ai entendu parler d'une ferme isolée dans le nord du département. Vérifiez les actes de propriété abandonnés. Vite, je ne peux pas rester en ligne. Cliquez. La communication s'est coupée. La gorge de Lambert se serra, remplie de compassion. Anna préparait un acte, et dans cette loi du statut, la notion de sanctuaire prenait une tournure sinistre. Peut-être la dernière étape de son délire. Peut-être un sacrifice, une saignée imposée à Mila si l'enfant osait transgresser la règle. Le policier s'est jeté dans le registre foncier, à la recherche d'un bien dont le nom ou la localisation rappellerait les rebuts collectés. Si Anna croyait que Mila lui avait été enlevée, sans doute voulait-elle la ramener de force. La nuit allait être longue et le compte à rebours avait déjà commencé. Toute la soirée, Lambert fouilla d'anciens registres cadastraux, à la recherche d'un bien lié à la famille. Les pistes se multipliaient mais aucune n'était concluante. Finalement, vers minuit, alors que les paupières de Lambert commençaient à s'alourdir, un fait ancien attira son attention. La ferme à Barède, située à une quinzaine de kilomètres au nord de la commune, perdue entre deux forêts, sans route goudronnée. L'acte mentionnait que le propriétaire, un certain Bert Marchand, l'avait légué à sa fille unique en 1970. Depuis, aucune mention officielle d'achat ou de vente. L'endroit semblait sombrer dans l'oubli administratif. Lambert sentit son cœur s'accélérer. Bert Marchand, la grand-mère de Mila, probablement la mère d'Anna. Le puzzle se mettait en place. Il prend immédiatement la carte IGN de la région, la situe approximativement à Barède et note les coordonnées. L'agent municipal le regarda en haussant un sourcil. « Tu penses vraiment que c'est là? » « Je n'en suis pas sûr, mais si elle parlait d'un sanctuaire permanent, cela pourrait correspondre à une ancienne ferme isolée liée à sa famille. Elle pourrait l'utiliser comme repère ou pour son rituel. » Ce mot lui laissa un goût amer dans la bouche. Rituel. Il revit le visage terrifié de Mila, incapable de s'asseoir comme si sa mère ou son ombre l'avait marqué au fer rouge. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Anna préparait un acte d'une extrême violence, une scène sordide pour prouver que la loi du statut était absolue. Il était déjà tard dans la nuit lorsque Lambert rassembla une petite équipe. 3 policiers, motivés pour sortir sous la pluie, ont été chargés de fouiller cette ferme soi-disant abandonnée. Ils ont pris 2 voitures banalisées et ont quitté la ville en pleine nuit, guidés par un GPS incertain sur les derniers kilomètres. Les sentiers boueux, creusés par les pluies incessantes, compliquaient la progression. Au loin, des éclairs frappaient le ciel, révélant parfois les silhouettes d'arbres tordus. Après plus d'1 heure de tâtonnement dans les sentiers, ils aperçurent enfin un bâtiment en ruine coincé entre 2 bosquets de grands arbres sombres. Les phares éclairaient une cour envahie par les mauvaises herbes. Il n'y avait aucun mouvement, aucune lumière, mais un sentiment de malaise indescriptible. Ils coupèrent les moteurs, descendirent prudemment, arme à la main, lampe de poche braquée devant eux. Lambert sentit son cœur battre à son oreille. « Police » annonça-t-il d'une voix ferme. Le silence lui répondit, seulement troublé par le vent et le crépitement de la pluie sur les feuillages. Ils avancèrent, franchissant le portail branlant de la cour. L'un des agents a inspecté ce qui restait d'une grange effondrée.
Un autre fouilla la façade et le porche vide. Aucun véhicule, aucune trace récente de passage. Lambert entra dans la maison. Le sol craquait sous ses pieds. L'odeur du moisi et de la terre humide saturait l'air. Les pièces délabrées semblaient inhabitées depuis des lustres. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres. Un silence oppressant régnait. Il explora la cuisine, la salle à manger et les chambres, rien qu'un vieux lit cassé avec des restes de meubles et des débris. Il n'y avait aucun signe de la vie actuelle. Ses collègues, revenant vers lui confirmèrent qu'ils n'avaient trouvé personne. Une autre fausse piste, semble-t-il. Peut-être qu'elle est venue ici une fois, mais plus maintenant, a suggéré l'un des policiers. Possible, répondit Lambert, réprimant sa déception. Nous allons encore fouiller la cave et ensuite nous y retournerons. Au sous-sol, il découvre un espace à moitié inondé, de l'eau s'infiltrant par une fissure du mur, des caisses pourries, des bocaux alignés, et dans un coin, un autel improvisé. Lambert s'en approcha, la lampe de poche révélant quelques chaises brûlées, un livre moisi et des symboles griffonnés sur un tissu. Il fronça les sourcils. Ces motifs rappelaient ceux retrouvés dans le carnet de Mila. Il a pris des photos, a ramassé le livre et a fait signe à un collègue de rassembler tout ce qui pourrait servir de preuve. Anna n'était pas là, mais cet endroit portait son empreinte. Alors qu'il s'apprêtait à remonter, l'un des agents trouva un étroit couloir creusé dans la pierre, menant à une autre cave. À l'intérieur, une chaise renversée, des chaînes rouillées gravées dans le mur et une phrase, « Le sang est haut ». Lambert serra les dents, visualisant facilement les scènes qui auraient pu se dérouler ici dans le passé. Une terreur ancestrale, un rituel tordu dont Anna était l'héritière. Mais toujours pas d'Anna ni d'âme vivante. Ils ont quitté la ferme tôt le matin. La tempête s'est finalement calmée, mais une nouvelle anxiété s'est installée dans son estomac. Elle n'était pas là. Elle se cachait peut-être ailleurs, dans un autre sanctuaire. À leur retour, Lambert se sent épuisé, vidé par l'échec. À la maison, Mila dormait toujours debout, disent les éducatrices. L'affaire est restée bloquée, comme suspendue. 2 jours plus tard, un facteur a rapporté avoir vu une femme correspondant à la description d'Anna, cachée près de la maison. Elle portait un manteau sombre et une écharpe. Le facteur s'est approché d'elle pour lui demander si elle cherchait quelqu'un, mais la femme s'est enfuie et a disparu dans une ruelle. Des passants ont confirmé avoir aperçu une silhouette en fuite, laissant derrière elle un petit papier tombant au sol. Sur ce papier, un dessin d'une chaise barrée d'une croix et de lettres griffonnées à la hâte. Lambert, en apprenant la nouvelle, sentit son cœur s'emballer. Anna était revenue. Elle voulait Mila et elle ne reculerait pas. Il a doublé les consignes de sécurité, mobilisant 2 agents stationnaires devant le hall et un système de badge électronique pour accéder au couloir. La tension est montée d'un cran au sein du personnel. La mère inconnue est devenue un fantôme menaçant, prêt à bondir sur sa proie. Pendant tout ce temps, Mila continuait de se plaindre, s'isolant, s'enfermant dans un silence sombre. Aurait-elle un jour la force de s'asseoir, de briser la malédiction imposée par sa mère? Anna finirait-elle par refaire surface, emportant l'enfant dans un abîme de mauvaises croyances? Tout semblait sur le fil du rasoir à l'approche d'un affrontement que tout le monde redoutait. La tempête approchait et personne ne savait qui en sortirait indemne. Le soleil se couchait sur la ville quand Lambert, épuisé, relut pour la première fois le dossier d'Anna Marchand, cherchant un indice supplémentaire qui relierait la ferme d'Ared à une autre piste ou révélerait le nom d'un complice resté dans l'ombre. Les mots revenaient sans cesse, loi de statut, sanctuaire, lignée familiale marquée par la mort de la grand-mère. Tout semblait converger vers une logique morbide, un héritage délirant enraciné dans un passé obscur. Mais aucune trace de cette hypothétique grange sacrée, ni d'un autre endroit où Anna aurait pu se cacher. Il n'y avait que des fragments de rumeurs, d'hypothèses et de pistes mortes. Pendant ce temps, l'assistante sociale Aurélie, de garde au foyer, commence à reconstituer les pièces d'un autre puzzle, plus personnel. En fouillant dans la petite boîte de vêtements que la police avait apportée à l'arrivée de Mila, elle a découvert, entre 2 chemises d'enfant, un médaillon en argent. Sur sa surface, on pouvait distinguer un symbole gravé, une chaise stylisée, barrée d'un trait, quasiment identique à celui dessiné sur le papier trouvé par le facteur. Aurélie frissonna en le prenant dans sa main. Ce médaillon portait une date écrite en petits caractères, 125 1987. C'était la date de naissance d'Anna, une date significative liée à un autre événement. Elle ne le savait pas encore, mais l'objet la dérangeait car il semblait sceller la volonté de ne jamais céder. Elle alerta aussitôt Lambert qui courut examiner la trouvaille.
C'est le même symbole, murmura-t-il en regardant attentivement le médaillon. Celui du cahier, celui du papier. Et maintenant, selon vous, c'est un signe d'appartenance? Une sorte d'emblème sectaire, sans doute, ou un talisman transmis de mère en fille, un gage de fidélité à cette loi du standing. Il a placé l'objet dans un sac à preuve. Son silence en disait long. Le lendemain matin, alors que Lambert rentrait au domicile, un appel anonyme l'intercepta sur la route. La même voix féminine qui lui avait déjà fourni un indice dans le passé. Cette fois, elle parla plus vite, paniquée. Elle est sur le point d'agir. Vous m'entendez? Elle a accueilli un nouveau sanctuaire, plus proche que vous ne le pensez, et elle a parlé de l'offrande finale. Faites vite, sinon. La voix se brisa et la communication devint soudain claire. Lambert serra les dents. Cet appel, même s'il paraissait douteux, ne pouvait être ignoré. Il se précipite au domicile où il trouve Aurélie très inquiète. Depuis l'aube, Mila semblait fiévreuse et agitée, comme si elle avait passé une nuit de tourment. Lorsqu'ils entrèrent dans la petite pièce, ils la virent blottie dans un coin, tremblante, les yeux fiévreux, la respiration difficile. Elle marmonnait des mots incohérents. Parfois le nom, maman, parfois, je ne peux pas, et parfois un gémissement de douleur. Une infirmière a rapidement pris la température de la petite fille, plus de 39 degrés Celsius. Il voulait l'emmener à la salle de soins et la placer sur un lit, mais elle a crié dès qu'ils l'ont amenée près d'une chaise ou d'un matelas. Son corps tout entier refusait l'idée de s'asseoir ou de s'allonger, comme si elle préférait s'évanouir debout plutôt que de se soumettre. Lambert, désemparé, regarde Aurélie qui tente de rassurer la petite fille, lui expliquant qu'elle a besoin de soins, que la fièvre peut être grave si elle n'est pas soignée. Mais chaque mot semblait s'échapper de la coquille d'une peur viscérale, trop profondément enracinée. Finalement, ils ont dû l'emmener en urgence à l'hôpital, où l'équipe médicale s'est adaptée du mieux qu'elle a pu. Ils ont procédé à un examen debout, essayant de la maintenir immobile sans la maîtriser complètement. Les résultats ont révélé une infection respiratoire, peut-être une bronchite aggravée par son épuisement général. Ils voulaient la mettre sur une civière, mais encore une fois, c'était une crise de panique. 2 infirmières ont dû la soutenir debout pour lui administrer un antibiotique par injection intraveineuse. C'était un spectacle surréaliste, un supplice pour la petite fille, dont la gorge était noyée dans des sanglots. Pendant ce temps, Lambert reçoit un message sur son téléphone, une photo prise de nuit montrant la façade de l'hôpital. Pas de texte, juste l'image. Quelqu'un surveillait Mila. Même ici, quelqu'un connaissait chacun de ses mouvements. Le policier sentit la fureur grandir en lui. Il a appelé le standard de la police, exigeant qu'un niveau de sécurité plus élevé soit activé autour de l'hôpital. Il ne laisserait pas Anna ou l'un de ses complices s'approcher d'un enfant déjà si fragile. Mais comment pourraient-ils arrêter une menace qu'ils ne pouvaient pas voir? En fin d'après-midi, alors que Mila s'était légèrement stabilisée, appuyée contre un mur de la chambre d'hôpital, respirant de l'oxygène grâce à un masque placé devant son visage, Aurélie lui demanda gentiment, « Tu veux qu'on appelle? Tu as de la famille, un oncle, une tante ?» La petite fille secoua la tête, ferma les yeux, puis murmura, « Lâche, dis-moi que nous n'avons besoin de personne. Qu'elle sera toujours là. » Lambert, témoin de la scène, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Parlait-elle de sa mère ou d'une autre entité? Dans les affaires de culte, la frontière entre une personne réelle et une figure mystique devient souvent floue, et la confusion imposée à l'enfant rendait tout encore plus opaque. Alors qu'il sortait de la pièce, son téléphone vibra à nouveau, un numéro inconnu. Il hésita un instant, puis reprit le cœur lourd. « Bonjour. » Silence. Puis une voix grave et masculine, cette fois, nous approchons de la fin. Elle le sait. Vous aussi, vous ne pouvez pas arracher une enfant à sa foi. Elle reviendra toute seule. Lambert, la mâchoire serrée, répondit, « Qui es-tu? Que veux-tu » Un ricanement discret. Puis la ligne est tombée en panne. Il ne reconnaissait rien, pas même l'ombre d'un accent. Mais à travers ces quelques mots, il avait perçu le triomphe d'une certitude. Ces gens, ces fanatiques croyaient que Mila finirait par se soumettre à la mère, ou à ce qu'elle représentait. La loi de la position debout était peut-être plus forte que la peur de la douleur, plus forte que le recours à la raison. Comment contrer ce pouvoir psychique? Au bout du couloir, la pluie continuait de frapper les fenêtres, et la nuit tombait déjà. Le matin de l'hospitalisation de Mila, un calme étrange régnait dans le service de pédiatrie.
La petite fille s'était légèrement améliorée sur le plan médical. Sa fièvre avait baissé grâce aux antibiotiques et elle était prête à respirer de l'oxygène via un masque léger. Mais sur le plan psychologique, elle restait inaccessible. Toujours debout, adossée au mur près de sa perfusion, elle regardait les autres enfants autour d'elle avec un regard lointain, comme si elle se trouvait dans une dimension parallèle où toute tentative de contact risquait de la briser. Aurélie, l'assistante sociale, était venue la voir tôt. Elle lui avait apporté un petit cadeau, un livre de contes dans lequel elle avait glissé des images colorées, espérant susciter émotion et intérêt. Mila avait posé sa main sur la couverture, puis l'avait immédiatement relâchée sans un mot. C'était comme si elle avait peur que chaque mouvement la trahisse. Et cette peur persistante de s'asseoir, de plier les genoux, était un rappel constant de la doctrine qui lui avait été infligée. Si vous vous asseyez, vous libérez le mal. Pendant ce temps, Lambert décortique les derniers éléments recueillis, les messages anonymes, l'ombre d'Anard tapis près de l'hôpital, le sanctuaire de l'homme introuvable, et surtout cette voix masculine qui avait appelé pour annoncer l'approche du terme. Plus il recollait les morceaux, plus il sentait que la mère de Mila n'agissait pas seule. Il entrevit les contours d'un petit groupe, une secte héritée de sa grand-mère, où la loi de la qualité était centrale. Peut-être même une organisation plus grande et dispersée, composée d'adeptes qui transmettaient ses convictions comme un secret de famille. Au commissariat, le compte rendu d'un témoignage préalablement donné par un voisin des commerçants a retenu son attention. On parlait d'une grande réunion qui se tenait chaque année dans un lieu inconnu où se réunissaient les fidèles de cette loi de statut. Une rumeur, rien de plus, mais Lambert ressentait le frisson d'une piste potentielle. Un appel à d'autres commissariats, un recoupement des données, et soudain une information surgit. 2 ans plus tôt, dans une zone rurale d'un autre département, la gendarmerie avait surpris un groupe d'une dizaine de personnes en train de prier autour d'un feu, toutes debout, chantant une litanie contre les forces du troupeau. L'affaire avait été classée sans suite faute d'éléments criminels, mais Lambert a retrouvé le nom d'un participant, Emmanuel Duclos, 38 ans, connu pour errer entre plusieurs villes. Et surtout, il était soupçonné d'avoir hébergé une femme prénommée Anna. Monsieur rien n'était sûr, mais c'était une piste concrète. Lambert a contacté la gendarmerie locale. Emmanuel Duclos avait été aperçu récemment, il y a 3 semaines, dans les environs de Bourg-Laran, trop près de Paris pour être une coïncidence. Alors qu'il s'apprêtait à rassembler une équipe pour le localiser, un événement inattendu s'est produit à l'hôpital. Mila, en fin de matinée, s'était évanouie, tombant à genoux avant de se relever aussitôt dans un sursaut paniqué. Elle a crié, persuadée que son corps allait saigner parce qu'elle avait touché le sol. Les infirmières, interloquées, tentent de la calmer, mais sa crise de panique s'intensifie. Son cœur battait si vite que le médecin craignait un choc. Il a dû lui donner un sédatif léger pour l'empêcher de s'agiter et de se blesser. À son réveil, elle n'était plus la même. Son regard avait perdu toute vivacité, comme si elle s'était résignée à l'inévitable. Lambert, venu la voir, fut frappé par sa voix vide. « Je me suis couché. » « Alors c'est fini. » Le policier sentit sa gorge se serrer. Toute la folie imposée par sa mère trouvait ici un écho terrible. Mila croyait avoir enfreint la loi suprême, avoir déchaîné le mal. Elle se préparait sans aucun doute à une punition ou à des conséquences désastreuses. Et en effet, quelques heures plus tard, un agent de surveillance posté à l'entrée signalait l'intrusion d'un homme dans une aile déserte de l'hôpital. L'alerte a été donnée immédiatement. Lambert courut, arme et renfort prêt à intervenir. Mais l'homme avait déjà pris la fuite. Une trace a cependant été laissée sur un mur dessiné à la bombe noire. Un message, trop tard, elle l'a fait. Maintenant, elle doit faire face au sang. Claire, la coéquipière de Lambert, le rejoint à bout de souffle. Vous pensez que c'est Emmanuel Duclos? Probablement, ou un autre adepte. Mais peu importe, ils sont plusieurs et ils veulent effrayer Mila. Ils veulent lui faire croire qu'elle va mourir ou saigner si elle n'obéit pas à cette loi absurde. Que faisons-nous? Lambert ferma les yeux, essayant de réfléchir calmement. Il savait que tant qu'Anna et ses complices seraient libres, la vie de Mila resterait en danger. Ses convictions religieuses ou sectaires la poussaient à considérer l'enfant comme un instrument et à la punir si elle ne respectait pas sa promesse. La petite fille, déjà dans un état de détresse psychologique, pourrait sombrer dans une spirale fatale du désespoir. Au même moment, l'assistante sociale Aurélie, restée près de Mila, voit la petite fille somnolée, agitée par des tremblements. Dans son demi-sommeil, elle prononça les mots « Maman, pardonne ». Debout.
Puis elle se réveilla en sursaut, paniquée, cherchant autour d'elle une présence qui n'était pas là. Aurélie a tenté de la calmer, de lui dire que tout irait bien, mais la petite fille secoua la tête, les yeux pleins de larmes. Non, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Aurélie avait envie de pleurer avec elle. Pourtant, elle se retint, se contentant de serrer la main de l'enfant, la laissant debout près du lit, son petit cœur battant à tout rompre. Dans la soirée, ils apprennent qu'un incendie s'est déclaré dans un hangar abandonné d'une commune voisine, laissant présager un acte criminel. Sur un mur en partie calciné, a été identifié un symbole similaire à celui trouvé dans le carnet de Mila, peint en noir. Le message se répétait, le sang est haut. La secte s'est manifestée, semant la peur, rappelant sa détermination à imposer sa loi. Lambert, dégoûté, rassembla ses forces. Il ne laisserait pas cette folie continuer, mais il savait que pour vraiment libérer Mila, il lui faudrait comprendre, accepter de s'asseoir elle-même, briser l'emprise mentale imposée par sa mère. Sans cela, même si Anna finissait en prison, la petite fille resterait sous l'emprise d'une croyance ancrée. Et c'était là le plus grand dilemme. La libération de l'extérieur n'était pas suffisante. Il fallait l'aider à se libérer de l'intérieur. Le temps pressait désormais et Anna n'attendrait pas longtemps pour frapper. La pluie s'était arrêtée, mais un ciel bas, lourd, couleur d'encre enveloppait toujours la ville. Les rues brillaient de flaques d'eau et de néons réfléchissants, donnant à l'atmosphère un air intermédiaire, comme si la lumière du jour n'osait pas vraiment percer. À l'hôpital, le calme apparent n'était qu'une illusion. La tension s'était étendue à chaque recoin, à chaque couloir, et chacun des agents de sécurité postés autour de la chambre de Mila augmentait sa vigilance. Il n'attendait pas que la mère apparaisse. Il craignait un acte plus subtil, plus fou. Lambert, épuisé, décide d'y passer la nuit, à moitié endormi sur une chaise du bureau des services sociaux. Il ne voulait pas quitter l'enfant des yeux trop longtemps. Quelque chose dans son instinct lui disait que l'issue se rapprochait. La loi de la qualité pour agir n'était pas seulement une superstition isolée. Cela avait déjà commencé à se refléter dans des actes criminels récents sous la forme de menaces, de dessins et d'incendies criminels. Anna préparait un coup d'État. C'était inévitable. Tôt le matin, on frappa à la porte du bureau. C'était Aurélie, l'assistante sociale, l'air sombre. Elle a parlé en disant, hier soir, dans un cauchemar, Mila a répété les mots, papier, maison, je dois rentrer à la maison. Je pense qu'elle sait où Anna va, mais elle ne peut pas le dire consciemment. Lambert se frotta le visage, essayant de rassembler ses forces. Vous pouvez essayer l'hypnose légère ou un autre processus thérapeutique, a-t-il suggéré. Je ne suis pas fan, mais en cas de traumatisme grave, ça débloque parfois la parole. C'est délicat, répond Aurélie. Elle est trop fragile. Un choc supplémentaire pourrait l'enfoncer davantage. Les psychologues pensent qu'elle doit trouver la force en elle-même ou s'appuyer sur un déclencheur extérieur pour oser parler. Le policier soupira. L'impasse persistait. Sans indice concret, il ne parvenait pas à localiser la mère. Chaque jour qui passait signifiait un risque accru pour Mila, rongée par la peur de s'asseoir et hantée par le fantôme maternel. Puis, un incident s'est produit qui a bouleversé un équilibre déjà précaire. Dans la chambre de Mila, une infirmière a trouvé un petit morceau de papier glissé sous la porte en pleine nuit. Personne n'avait vu ni entendu personne. Le journal contenait un message succinct, « Vous avez cédé. Le sang doit couler. Préparez-vous. » Lambert, en lisant ces mots, sentit la colère l'envahir. Cette mère, ou l'un de ses complices, avait réussi à contourner les barrages et à s'approcher de la pièce sans se faire repérer. Il s'agissait d'un défi à la police, d'une provocation, mais surtout d'une frappe psychologique destinée à terrifier davantage l'enfant. Paniqué, le directeur de l'hôpital a exigé que Mila soit transférée dans une pièce plus sécurisée, ou peut-être vers un lieu inconnu. Mais Lambert craignait qu'une décision précipitée ne donne à Anna l'occasion qu'elle attendait, surprendre le convoi ou attaquer en cours de route. Pourtant, rester ici signifiait exposer l'enfant. Le dilemme était insupportable. En fin d'après-midi, alors que la procédure était encore en débat, un reportage radio parvient à la police sur place. Un véhicule correspondant à celui d'Emmanuel Duclos, le complice présumé, avait été repéré à proximité d'une zone industrielle désaffectée, non loin de l'hôpital. Plusieurs unités déployées. Lambert voulait être là, la rage au ventre. Enfin une piste concrète dans cette partie essentielle du dossier. Sur place, les policiers ont retrouvé la voiture vide, les portes ouvertes,
les feux de détresse allumés, sans aucune trace du duo. Mais dans le coffre, ils ont découvert d'étranges flyers, évoquant la pureté du corps, l'âme droite, et quelques adresses de forums en ligne. Signe qu'ils recrutaient ou diffusaient des idées. Peut-être sur le siège avant, un cahier rempli de symboles identiques à ceux du cahier trouvé à la ferme. Du semblait pourchasser. Avait-il fui ou préparait-il un piège? Lambert sentit l'étau se resserrer autour de lui. Il en informe Aurélie qui veille sur Mila, lui conseille de ne pas quitter la pièce et tente de la rassurer tant bien que mal. Mais la petite fille semblait chaque soir encore plus tendue, répétant dans son sommeil qu'elle ne voulait pas saigner, qu'elle ne voulait pas se plier. Il a été surpris en train de se taper le front contre le mur comme s'il tentait d'échapper à un destin inévitable. Puis, de façon inattendue, la nuit suivante, quelque chose s'est produit. Mila, à moitié somnambule, sortit de sa chambre. Elle traversa les couloirs de l'hôpital, échappant à la surveillance trop confiante des agents et parvint à la sortie de secours. Là, sous une pluie battante, elle s'est arrêtée. Un agent l'a repérée et s'est précipité vers elle, mais l'enfant n'a pas réagi. Ses yeux étaient écarquillés, perdus dans une rêverie. Elle tenait à la main un vieux morceau de papier, celui qui disait « Vous avez cédé, le sang doit couler ». Et elle semblait prête à courir n'importe où, comme si elle obéissait à un appel invisible. Heureusement, un autre policier l'a encerclée, lui bloquant doucement le passage, et a réussi à la ramener à l'intérieur. Lorsque Lambert accourut, il la trouva en état de choc, trempée, serrant le papier contre sa poitrine. Elle voulait s'enfuir, a expliqué l'agent, toujours essoufflé. Fuir où? Demanda Lambert. Elle ne savait pas. C'était comme un automatisme. Lambert prit l'enfant dans ses bras, essayant de la calmer, lui murmurant qu'il ne laisserait personne l'emmener. Mais au fond, il comprenait que cette nuit avait failli être le moment fatal. Anna ou son complice auraient pu être dehors, prêts à l'emmener ou pire. Une décision s'imposait alors. Pour protéger Mila, il leur fallait un endroit encore plus sûr qu'un hôpital, un endroit secret où ni Anna ni Duclos ne pourraient la débusquer. Lambert pensait à un établissement spécialisé en province, un centre d'accueil discret, quasiment inconnu du public. Mais organiser ce transfert serait risqué. Pourtant, rester à l'hôpital était devenu suicidaire. La balance penchait vers une confrontation finale imminente. Le sort de Mila ne pouvait pas être suspendu pour toujours. Soit Anna apparaissait et tentait l'irréparable, soit la petite fille tombait dans la folie de sa peur. Ou encore, Lambert pourrait réussir un coup de maître pour démanteler cette secte permanente une fois pour toutes. Les heures à venir s'annonçaient décisives, et déjà dans ses yeux, on voyait qu'il se préparait à la tempête. Le lendemain matin, alors que la tempête menaçait à nouveau, l'hôpital s'est réveillé dans un silence inhabituel, comme si tous les couloirs craignaient la suite des événements. Les médecins et le personnel médical n'étaient pas nerveux. La veille au soir, Mila avait failli disparaître, attirée par la peur ou par le complot de sa mère et de ses complices. Lambert, en accord avec la direction, avait renforcé la sécurité autour de la petite fille, plaçant 2 agents devant sa chambre, vérifiant chaque badge, chaque identité de ceux qui s'approchaient. Cependant, le policier savait que la plus grande menace ne venait pas nécessairement de l'extérieur, mais du terrorisme psychologique qui continuait de consumer l'enfant. Si Anna réapparaissait, si elle parvenait à contacter Mila, ne risquerait-elle pas de l'entraîner dans un dernier élan de foi délirante? Le simple fait qu'une fillette de 6 ans ait été réduite à rester debout, malade, fiévreuse, incapable de s'allonger ou de s'asseoir, attestait déjà de l'influence mentale qu'exerçait cette mère. Et implicitement, Lambert craignait un coup d'état imminent. Alors qu'il examinait les derniers rapports, l'assistante sociale Aurélie l'a interpellé. « J'ai parlé à la psychologue. Elle dit qu'on arrive à un point critique. La petite fille est épuisée physiquement. Son infection la mine, elle refuse de s'allonger. On craint une crise cardiaque si ça continue, il faut faire quelque chose, Lambert. » Le policier ferma les yeux un instant, sentant la fatigue peser sur ses épaules. Il n'était pas médecin, mais il comprenait l'urgence. La loi du statut menaçait littéralement la vie de Mila, et Anna, dans l'ombre, semblait attendre qu'elle s'épuise ou qu'elle soit contrainte de transgresser sa loi pour valider son dogme ou punir l'enfant. Lambert a alors pris une décision. Un transfert était nécessaire. Il a préféré tenter de rejoindre un établissement spécialisé situé dans une autre région, mieux équipé pour la prise en charge psychotraumatique de l'enfant. En accord avec ses supérieurs, il prépare secrètement un convoi pour le soir même dans un silence complet.
Seules quelques personnes de confiance ont été informées pour éviter toute fuite d'informations. Le plan est resté confidentiel jusqu'à la dernière minute. À la tombée de la nuit, la direction de l'hôpital a signé un protocole de sortie accéléré sous escorte, invoquant le risque vital pour la petite fille si elle restait dans un lieu déjà compromis. Aurélie, la psychologue, 2 agents et Lambert lui-même accompagneraient Mila. L'enfant dans sa chambre ne savait rien de ce départ, recroquevillé contre le mur, regardant la porte comme si elle s'attendait à voir apparaître sa mère à tout moment. À 20h, ils sont enfin passés à l'action. Les couloirs, plus calmes, offraient moins de témoins. Ils ont fait rouler un fauteuil roulant devant la pièce, mais Lambert savait que Mila refuserait de s'y asseoir. En effet, lorsqu'elle aperçut la chaise, elle se mit à trembler, ses mains agrippant la perfusion. Aurélie lui murmura que ce n'était pas obligatoire, qu'il trouverait une autre solution. Alors Lambert, dans un geste inattendu, se pencha, lui tendit les bras et lui proposa de la porter. Mila, les yeux humides, hésita. Elle ne voulait pas se pencher ou s'asseoir, mais elle n'était plus capable de marcher longtemps. Puis, dans un élan de confiance ou de résignation, elle s'accrocha à lui. Lambert la souleva, la tenant debout contre lui, presque comme un corps allongé mais vertical, pour ne pas la précipiter davantage. Ils traversèrent les couloirs déserts, suivis de près par Aurélie et les 2 agents jusqu'à atteindre la sortie de service. Tout semblait se dérouler plus facilement que prévu. La camionnette banalisée attendait dehors, moteur tournant, prête à filer. Mila était placée au fond, debout, soutenue par Aurélie. Puis ils ont fermé la porte. Lambert se plaça devant, à côté du chauffeur, soupirant de soulagement en voyant les portes de l'hôpital s'ouvrir. Peut-être qu'il s'en sortirait en toute sécurité. Mais à peine avait-il franchi le premier rond-point que la tension montait d'un cran. Une voiture noire apparut dans le rétroviseur, trop proche, trop insistante. Le conducteur de la camionnette a accéléré et a tenté de dépasser la voiture. Une poursuite silencieuse commença dans des rues déjà sombres. La pluie revenait s'écraser sur le pare-brise avec un fracas anxiogène. Lambert a donné l'alerte par radio. Nous sommes perdus, nous avons besoin de soutien. Des patrouilles sont intervenues, cherchant à localiser le convoi. La camionnette est entrée sur un périphérique. La voiture noire restait bloquée, phares éteints, comme un prédateur attendant le moment d'attaquer. Aurélie, dans le dos, tenant Mila contre elle, la rassura d'une voix fine. « Restez calme, nous nous dirigeons vers un endroit sûr. » La petite fille, fiévreuse, tremblait de peur et de froid, serrant sa perfusion. Lambert se retourna et jeta un œil. Elle semblait au bord de l'évanouissement, les paupières mi-closes, la respiration difficile. Soudain, un coup sec retentit sur la carrosserie. La voiture noire venait de les percuter légèrement par derrière. Le conducteur de la camionnette serra les dents et tenta de faire un écart pour éviter un second choc. Sur le banc, Aurélie a failli tomber. Maintenant, juste pour qu'elle ne soit pas touchée. Lambert jura dans sa barbe. Cette fois, ils étaient là. Anna ou un complice est passé à l'action. Un deuxième choc secoue le véhicule. Le conducteur a tenté de freiner pour laisser passer la voiture noire, mais celle-ci a également freiné, interrompant ses mouvements. Les sirènes de la police, appelées en renfort, commencent à se rapprocher au loin. Mais la pluie et le brouillard ont rendu l'intervention compliquée. Lambert sentit la sueur perler sur son front. Un troisième coup, plus violent, fit rouler la camionnette sur le côté, en partie dans l'herbe. Par miracle, il n'a pas basculé. Le moteur est mort. La porte côté passager s'est verrouillée. Lambert, essoufflé, se tourna vers l'arrière. « Ça va, Aurélie » Mila. Aurélie, un peu abasourdie, tient toujours la petite fille contre elle. Les yeux de Mila étaient ouverts, mais dans ce regard sans fond, il y avait un mélange de terreur et de résignation. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce qui se passerait ensuite. Dehors, la voiture noire venait de s'arrêter à quelques mètres. Une silhouette féminine en est sortie. Silhouette élancée, manteau foncé. Sans un mot, elle marchait les bras tendus vers l'écluse, sous la pluie. Lambert, tirant sur la porte coincée, finit par l'ouvrir brusquement. Il sortit, arma son pistolet, visa la silhouette qui continuait à s'approcher. « Police ! Ne bougez pas !» La silhouette ôta sa capuche. Les phares de la camionnette révélèrent un visage émacié et trempé, 2 yeux brillants de détermination. Anna Marchand est enfin apparue. Elle avançait pas à pas,
les mains tendues dans un geste où se mêlaient rage et prière. Tout en elle disait qu'elle était prête à tout, absolument n'importe quoi, pour récupérer Mila. Et à ce moment précis, Lambert savait que l'affrontement final venait de commencer.